On va reprendre, on va terminer ou presque terminer cette journée, ce programme très, très riche. Je dis presque terminé puisque la conclusion sera tout à l'heure faite par Mathieu Lederman, administrateur du GCS Alsace e-Santé. Donc on va continuer avec cette quatrième session qui va probablement répondre à pas mal de questions qui ont pu être posées au fil de la journée. On a la chance d'avoir avec nous 4 avocats. Je dois vous dire que je suis terriblement impressionnée parce qu'il m'arrive d'animer des journées, des conférences avec un avocat qui est mixé, si je peux m'exprimer comme ça, avec des médecins, etc. Donc ça, c'est gérable. Mais 4 avocats, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ça va être gérable? Bon, vous allez m'aider. Hein. On va faire au mieux ensemble. Je compte sur votre aide. Voilà. On pose le décor. Donc chacun, la règle du jeu, c'est que chacun a 10 à 15 minutes pour des exposés sur des thématiques bien segmentées. On a bien distingué, donc avec Maître Cécile Doutrio, donc, qui est membre de la chaire Cyberdéfense et Cybersécurité. On va avoir un panorama de la cybercriminalité. Et on va revenir sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, qui est donc les opérateurs d'importance vitale. Avec Maître Anne Renard, donc, qui est chez Alain Bensoussan, et qu'on remercie d'avoir remplacé au pied levé Éric Barbry, donc, qui se retrouvait empêché aujourd'hui. On va donc aller plus précisément sur l'évolution du droit des données personnelles avec le règlement européen. Avec Pierre Desmarais, donc Desmarais avocat, on sera plutôt sur des focus d'objets connectés d'applications mobiles en santé. Avec Maître Caroline Zorn, donc, qui est de Strasbourg également. On terminera avec le partage et l'échange de données de santé et la notion d'équipe de soins. Donc des éléments importants en forte évolution grâce à notamment la loi de santé qui vient de repasser au Sénat récemment. Donc Cécile Doutrio, donc on vous donne la parole. On a déjà été assez édifiés tout au long de la journée sur ce que peut être la cybercriminalité, sur ce que peuvent être les cyber-risques. On a l'occasion d'entendre qu'on rentre en cyberguerre aujourd'hui en France. Et pour ceux qui ont fait attention à ça, un exposé du ministre de la Défense récemment a bien posé les choses sur le fait qu'on ne serait plus en position seulement défensive en France, mais qu'on allait nous aussi attaquer, qu'on était en guerre, en fait, sans qu'on le sache, puisque cette guerre est virtuelle, elle est cyber. Je vous laisse nous exposer tous ces éléments. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation, parce que c'est vrai que c'est un sujet majeur. On évoquait la manifestation CyberDev 2015 qui a eu lieu récemment à l'école militaire, où effectivement le ministre Le Drian a rappelé que voilà, nous étions passés dans une nouvelle ère de combat au niveau numérique. Alors c'est vrai qu'en réalité, la lutte informatique offensive existe depuis déjà plusieurs années, mais c'est devenu officiel. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus de complexe à le dire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a demandé justement d'intervenir plus précisément en matière de cybercriminalité. Et c'est un choix très pertinent. Pourquoi? Parce que 2015, selon des experts en cybersécurité, serait l'année du piratage des données de santé. Effectivement, alors monsieur Balouet le disait très justement, il y a les sites gouvernementaux, on a vu avec pas mal d'humour des codes d'accès qui étaient présentés. Alors c'est peut-être pour cette raison-là, mais en tout cas pour ces experts de cybersécurité, c'est une étude qui a été réalisée pour le premier trimestre par Gemalto qui indique que voilà, les secteurs les plus touchés sont à la fois les secteurs gouvernementaux et le secteur de la santé. Il y aurait environ 34% des données compromises qui relèveraient en fait de la santé. Alors pourquoi? On peut se demander pourquoi finalement les données de santé sont devenues la cible privilégiée des cybercriminels, pourquoi elles sont dans leur viseur. En réalité, pour 3 raisons. La première, c'est que les données de santé ont une valeur marchande qui est généralement 20 fois supérieure à la valeur des données bancaires qui ont été récupérées frauduleusement. Donc forcément, il y a un attrait financier en premier lieu. La deuxième raison, c'est aussi parce que les cybercriminels sont opportunistes, évidemment. Ils s'adaptent à leur environnement, si je puis dire. Et dans la mesure où les données bancaires sont dorénavant davantage sécurisées,
Le secteur bancaire a été la première cible pendant des années, pendant de longues années. Il a pris des mesures, il y a des algorithmes qui permettent d'alerter sur des mouvements suspects, les banques réagissent rapidement. Donc c'est un secteur qui est devenu plus sécurisé et les cyberdélinquants, les pirates informatiques vont évidemment s'orienter vers des cibles qui sont plus faciles selon eux. Le domaine médical serait moins sécurisé. La troisième raison aussi, on aura vraiment, je pense, l'occasion d'en revenir avec mes confrères lors de cette table ronde, c'est qu'il y a une augmentation des vulnérabilités. Monsieur, vous posiez très justement la question tout à l'heure de ces objets en fait d'automesure, ces objets connectés. On va mesurer cette attention, on va transférer ces données par voie dématérialisée, etc. Ce sont des sources de vulnérabilité supplémentaires. Alors il y a aussi, malgré tout, toujours les atteintes classiques. En fait, si on fait le compte des modes opératoires des cybercriminels, on se rend compte que c'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas une spécificité dans le domaine de santé. On va procéder principalement, les motivations donc, vont être le chantage, la monétisation et l'espionnage. L'espionnage qui concerne davantage les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises qui fabriquent des équipements médicaux, notamment en matière de diagnostic, beaucoup plus. Par contre, au niveau du chantage, il y a évidemment une forte augmentation qui, elle, va toucher tous les professionnels de santé, non seulement les établissements de santé, les professionnels libéraux, etc. C'est extrêmement large. On l'a vu encore cette année, en mars dernier, avec l'affaire labio.fr, hein, cette entreprise d'analyse en fait, médicale qui a fait l'objet d'une attaque de la part du groupe cybercriminel Rex Mundi, qui exigeait le paiement d'une rançon d'environ 20 000 € pour pouvoir permettre à ce laboratoire d'avoir à nouveau accès à ces données de santé, mais surtout pour ne pas qu'elles soient divulguées sur Internet. Alors on le disait, pourquoi les données de santé ? Parce que ce sont des données particulièrement sensibles. On l'a dit, elles touchent à l'état de santé physique, mais également mental. On l'a vu en matière de psychiatrie, donc ce sont des données extrêmement importantes. Si elles sont dévoilées, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves pour la vie de la personne ciblée. Notamment, je prends un exemple très concret, pour sa vie professionnelle. À partir du moment où on sait qu'une personne est atteinte d'une maladie grave, on le voit, moi je le vois en tant qu'avocat très concrètement sur le terrain, on va chercher, et c'est triste à dire, mais à la pousser vers la sortie, à la pousser à la démission, parce qu'on va estimer qu'il y aura un souci de rentabilité. C'est une réalité extrêmement cruelle, mais qui existe. Donc évidemment, cette mise à jour de ces données de santé est extrêmement grave. Et d'autant plus qu'elle est irréversible. Vous savez tous, on a nos cartes bancaires, on a un numéro de carte bancaire, bon, il est capté, il est utilisé par les cyberdélinquants. On alerte notre banque, on bloque cette carte, etc. La situation revient à la normale, on reprend une autre demande. Pour une donnée de santé, ce n'est absolument pas le cas, c'est irréversible. On ne peut absolument pas revenir sur une information confidentielle comme quoi on est atteint d'une pathologie chronique. Et bien évidemment, ça a des conséquences extrêmement graves. Alors, bien sûr, face à ces menaces, les professionnels de santé doivent réagir. Nous le savons, nous, avocats, et vous le savez sûrement aussi, il y a tout un panel d'actions possibles, que ce soit en atteinte de systèmes automatisés des traitements de données ou que ce soit en matière d'extorsion pour ces rançongiciels, justement, qui bloquent le système et exigent le paiement d'une rançon contre la possibilité d'accéder de nouveau à ces données de santé. Donc en fait, on a un panel extrêmement large. Mais malgré tout, et il n'y a pas de différence entre secteurs, là pour le coup, si la donnée de santé est sensible, les peines et les infractions seront bien évidemment les mêmes. Sauf que la donnée de santé, évidemment, est une donnée particulièrement importante, donc elle fait l'objet d'une protection particulière. On va considérer que c'est une donnée personnelle. Donc forcément, la loi informatique et liberté va s'appliquer. Vous avez des obligations de confidentialité qui sont expressément prévues par le Code de la santé publique à l'article 1110-4. Vous avez vraiment toute une série de protections auxquelles se rajoute bien évidemment le secret professionnel. Et le secret professionnel qui va s'appliquer, contrairement à ce que certains croient, à une sphère assez large, pas seulement aux professionnels de santé. On le voyait dans un arrêt de la Cour de cassation de 2008, où des personnes avaient dit « Attendez, nous, on a effectivement fait une intrusion dans un système informatique, on a collecté des données, mais cela étant, cet accès qui
qui ne nous étaient pas autorisées. Nous, on n'est pas soumis non plus à ces règles de confidentialité. Non, bien sûr, évidemment, ça s'applique de manière extrêmement large. Alors c'est vrai, les poursuites sont nécessaires. Cette donnée de santé qui est fondamentale fait l'objet vraiment d'une protection très forte. Mais est-ce que cela suffit par rapport aux nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ? On voit augmenter les vulnérabilités. On l'a vu avec la télémédecine, bien évidemment. C'est très bien de pouvoir accéder, pratiquer des actes médicaux à distance, requérir l'expertise de certains confrères dans des domaines où on n'est pas forcément spécialisé, de pouvoir assurer un meilleur suivi, une meilleure coordination des soins. C'est bien évidemment des progrès. Il faut encourager l'innovation dans ce domaine. Mais il faut aussi être conscient que ce sont bien évidemment des nouvelles sources de vulnérabilité. Il y a également, et je pense qu'on le verra davantage avec Maître Zorn, toute la question de l'accès et le partage aux données de santé. Là aussi, c'est extrêmement favorisé par la nécessité. C'est une réalité réellement pragmatique. Mais pareil, là, en partageant davantage, en dématérialisant davantage, en utilisant sans arrêt les systèmes d'information pour des questions de simplicité, de rapidité, de coût aussi. Pour faire face aussi à la désertification médicale, il y a quand même énormément d'avantages. On va recourir de plus en plus aux technologies de l'information et de la communication et on va augmenter le terrain de jeu d'une certaine manière aux cybercriminels. Donc ça pose réellement une difficulté. On a aussi les objets connectés. Donc monsieur le disait très justement tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait, comment protéger? C'est quand même, certes, la personne ou un patient ou simplement une personne soucieuse de sa santé va recueillir des données, va les collecter, va les transmettre éventuellement à son médecin. On ne voit pareil que des avantages, mais pour les fabricants, il y a aussi un problème de frontières. Peut-être que notre confrère, Maître Desmarais, en parlera plus dans le détail. De toute façon, on en parlera lors du débat. Où s'arrête la frontière entre la donnée de bien-être et la donnée de santé? Et c'est là où tous les fabricants d'objets connectés s'infiltrent. Dans cette espèce, pourtant, il y a une réglementation, la donnée de santé est quand même réglementée. Mais on va s'infiltrer un peu dans cette opportunité en disant « mais attendez, c'est une donnée de santé, est-ce que prendre sa tension, c'est réellement une donnée de bien-être? Est-ce que c'est pas plutôt quand même une donnée de santé ?» Et toute la frontière est là, alors que les données de santé ne peuvent pas faire l'objet d'une commercialisation. On s'est rendu compte non seulement que ces objets connectés à 25% environ n'étaient pas totalement fiables dans l'automesure, dans les capteurs, mais qu'ensuite des mesures ont été réalisées, mais plutôt aux États-Unis, que ces données étaient revendues à environ 76 entreprises différentes. Donc vous voyez un peu l'utilisation qui peut être faite de données de santé. Alors tant que ça reste à de la prospection commerciale, on va essayer de vous vendre un appareil. Mais quand ça devient vraiment dans le champ pharmaceutique, où on va donner ces données de santé, les revendre, monnayer en fait vos informations personnelles, là ça pose véritablement un problème pour les complémentaires santé, pour avoir accès à certains services, ou là où on va vous refuser certains services, où on va vous faire payer beaucoup plus cher parce qu'on saura exactement dans quel état de santé vous êtes. Donc face à ça, il y a une augmentation des risques, mais la difficulté auxquelles sont confrontés en réalité les professionnels de santé, c'est qu'il y a une augmentation des responsabilités. Vous avez une augmentation de la surface de risque et vous avez parallèlement une augmentation des responsabilités. C'est-à-dire qu'auparavant, la loi informatique et liberté s'applique, bien évidemment. Vous êtes responsable de traitement de données personnelles, en plus sensibles de santé. Bien évidemment, si des personnes ont des accès non autorisés, vous risquez quand même 5 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Mais avant, il y a aussi le cas de la négligence où les peines sont moindres et on se disait, bon, quand même, voilà, un médecin va transmettre des informations via des courriels non sécurisés, ça ne va pas être chiffré, etc. On avait une certaine tolérance. Moi, ce que je constate vraiment sur le terrain, c'est que cette tolérance, depuis 5 ans environ, n'existe plus véritablement. Même si elle est prévue dans la loi informatique et liberté, sur le terrain, on ne va plus pardonner aussi facilement de ne pas avoir sécurisé ces systèmes d'information. On va demander, d'ailleurs, c'est aussi l'objet du règlement européen destiné à réformer la directive européenne de 1995, on va obliger, le but ultime est d'obliger tous les responsables de traitement à notifier les incidents dont ils font l'objet. Ça pourra bien évidemment s'appliquer aux professionnels de santé. Donc ça va augmenter davantage leurs responsabilités.
Et c'est quelque chose ensuite où les peines sont plus souvent prononcées. Bien sûr qu'on va pouvoir poursuivre le pirate informatique, mais on va demander aussi, mais vous, professionnels de santé, qu'avez-vous réellement fait pour sécuriser vos systèmes d'information ? On le voit très justement aussi, puisqu'on parlait de défense, avec les opérateurs d'importance vitale, donc la loi de programmation militaire de 2013, du 18 décembre 2013, avec tous les 3 décrets d'application qui ont été pris cette année, le 27 mars 2015, où là, pareil, on va demander à l'établissement opérateur d'importance vitale. Alors on va me dire, oui, c'est vrai, mais d'abord, qu'est-ce qu'un opérateur d'importance vitale? C'est là où justement un secteur d'activité qu'on estime indispensable, ce qui est le cas quand même de la santé, c'est prévu par un décret de 2006 pour tous les services d'urgence et de soins, on va leur demander de déclarer systématiquement les incidents informatiques dont ils font l'objet. Et s'ils ne le font pas, et sans délai en plus, et s'ils ne le font pas, il y aura des peines de 150 000 € d'amende qui vont aller jusqu'à 750 000 € d'amende pour les personnes morales. Donc on voit vraiment qu'on s'inscrit de plus en plus dans une responsabilisation des acteurs, c'est-à-dire qu'on a estimé que les actions de sensibilisation, la prévention, la table ronde précédente, on en parlait, bien sûr, il vaut mieux effectivement prévenir que guérir, et d'autant plus qu'on ne vous pardonnera moins qu'avant les failles. Et ça, c'est très important. Ça s'inscrit vraiment dans une continuité. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information n'a pas caché son intention d'étendre cette réglementation qui s'applique aux opérateurs d'importance vitale à tous les secteurs possibles, pas tout de suite, ça prend du temps, il faut adapter quand même à chaque secteur en fonction des risques, mais en tout cas, on va clairement vers ça. Donc moi, j'ai bien ressenti, par rapport aux interventions précédentes, qu'il y a une réelle conscience de ces risques. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, de sensibilisation de personnel, de chartes informatiques qui sont signées, de sécurisation des systèmes d'information. Et c'est une très bonne chose parce qu'on ira vraiment vers ces responsabilités. Alors on parle encore aujourd'hui de cet article 47 de la loi de santé où justement, là, pareil, on va encore augmenter des vulnérabilités. Alors, c'est très bien le partage, c'est très bien l'innovation, mais en donnant comme ça, dans un même système national des données de santé, où les cybercriminels vont savoir exactement où frapper, c'est aussi source de danger supplémentaire. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir être très vigilant et vraiment mettre en œuvre des moyens renforcés. C'est d'autant plus difficile qu'on vous dit, par la loi et par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, voilà, oui, on vous dit, voilà, on va mettre en place des procédures de certification, des produits qui sont labellisés, des produits de confiance. On parlait tout à l'heure également aussi de la table ronde précédente de la confiance, fondamentale. Le problème, c'est que oui, ces prestataires qualifiés sont de confiance. Qui peut garantir quand même qu'un système informatique soit infaillible à 100%? C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous savez quelles sont vos responsabilités aujourd'hui, quelles seront demain, et je pense que les mesures seront prises pour aller vers davantage de sécurité. Merci. Merci. Merci beaucoup, Maître Décriot, pour ce premier panorama.